Alors bonjour à tous, on va poursuivre cette matinée. Donc nous sommes ravis d'accueillir le professeur François Ghiranghelli, qui est oncologue au centre Georges François Leclerc à Dijon. Donc François Ghiranghelli est spécialiste en immunobiologie des cancers et il va donc nous parler du micro-environnement tumoral. Monsieur Ghiranghelli, c'est à vous. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Donc, charge à moi de faire une présentation sur le micro-environnement tumoral. Donc, c'est pas très pharmaceutique, mais je pense que c'est quand même important à savoir à l'heure actuelle et d'avoir quelques notions importantes et simples pour comprendre un petit peu l'efficacité des traitements et où on va aller. Parce que globalement, le message, c'est de dire que dans peu de temps, on sera en tant qu'oncologue obligé de réfléchir avant de prescrire des médicaments et d'utiliser, ce qui va nous changer, et d'utiliser des biomarqueurs un petit peu plus complexes pour mieux administrer nos traitements. Donc, première chose à dire, c'est que le cancer, c'est pas un ensemble de cellules cancéreuses. Quand vous voyez cette image, vous voyez bien que dans une tumeur, vous avez certes des cellules cancéreuses, mais vous avez d'autres structures, vous avez des vaisseaux, des cellules immunitaires et plein d'autres choses, et vous avez des cancers, comme par exemple si vous prenez un cancer du pancréas, vous avez beaucoup plus de cellules non cancéreuses que de cellules cancéreuses dans une masse de cancers du pancréas. Donc en fait, tout ce qui se passe autour, c'est aussi important, voire plus important que ce qui se passe dans les cellules cancéreuses. Si on prend un point de détail qui est l'angle qu'on doit aborder aujourd'hui, qui est le système immunitaire, le premier message, c'est que c'est un truc qui est très complexe. Et en fait, ne serait-ce que quand on prend cette petite image, où vous voyez ici, vous avez des cellules cancéreuses, et à côté, vous avez des globules blancs. Et en fait, là, on a tout de suite plein de trucs différents, des NK, des lymphocytes cytotoxiques, des cellules dendritiques, des cellules régulatrices. Et donc, ça fait que c'est une interaction entre plein de cellules extrêmement complexes. Et d'utiliser un médicament pour cibler une cellule, en fait, à la fin, on ne sait pas bien ce qu'on fait. Globalement, pour essayer de simplifier les choses, il y a deux grands concepts à retenir en immunothérapie du cancer. Le premier, c'est cette espèce de boucle de la réponse immunitaire où vous avez des cellules cancéreuses ici, certaines meurent spontanément, elles sont mangées par des cellules dendritiques qui présentent les antigènes sur les molécules HLA, ça monte dans le ganglion. Dans le ganglion, les lymphocytes T sont activés et ensuite ils migrent dans la tumeur pour essayer de tuer les cellules cancéreuses. Et là, vous avez ce qu'on appelle une contre-régulation qui est dépendante des checkpoints immunitaires que l'on cible, qui est là pour freiner cette réponse immunitaire. Ce qui veut donc dire, premier concept, c'est quand on regarde ça, c'est que si tout n'a pas été effectué avant, ou s'il n'y a pas de ganglion parce que le malade a eu un curage après une chirurgie, bah, ça ne va pas marcher. Deuxième concept à regarder, c'est quand on va à l'intérieur de la cellule. Le premier point, c'est que pour qu'une cellule cancéreuse soit reconnue, il faut qu'elle soit différente des cellules normales, donc elle a des mutations, jusque-là c'est normal. Ces mutations sont codées en protéines mutantes et ensuite elles doivent être présentées, la petite mutation doit être présentée sous forme de peptides sur le système HLA. La cellule est mangée, le lymphocyte est activé et il peut présenter et tuer les cellules cancéreuses. S'il n'y a pas cette présentation, ça ne marche pas. Ça, c'est ce que l'on connaît relativement bien. Et ce que l'on connaît plus mal, c'est que d'un autre côté, vous avez
des cellules immunosuppressives qui s'appellent Treg ou MDSC, enfin il y en a plein, qui vont paralyser le système immunitaire en balancier. Alors, on va aborder un petit peu ce système immunitaire de 3 façons. 1, qu'est-ce qu'on connaît sur le fait qu'il y ait beaucoup de cellules immunitaires dans un cancer du point de vue pronostic? 2, à quoi ça sert d'avoir cette information quand on prescrit une chimiothérapie? Et 3, à quoi ça sert quand on prescrit de l'immunothérapie? Donc, le rôle pronostic pour commencer. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un cancer du sein. C'est un adénocarcinome canalaire du sein, où là, vous avez du cancer. Et tout ce que vous voyez, tous les petits points, là ici, vous voyez, il y en a plein, c'est des lymphocytes. Voilà, donc ça, c'est une tumeur où il y a plein de lymphocytes. Alors, ces lymphocytes, ils ont un rôle, ils sont connus. Juste 2 diapos d'histoire, c'est connu depuis très longtemps via la théorie de l'immunosurveillance qui a été démontrée chez la souris puis ensuite chez l'homme, qui fait que quand une cellule cancéreuse naît, elle est reconnue par le système immunitaire, plutôt les cellules innées du système immunitaire, les NK par exemple, et elles sont éliminées, ces cellules. Malheureusement, pas tout le temps, et dans certains cas, certaines cellules arrivent à échapper à cette élimination. Il s'inscrit un équilibre, et ensuite, cet équilibre permet une sélection des bonnes cellules cancéreuses, entre guillemets, qui va faire qu'elles vont échapper au système immunitaire et qu'elles vont pousser. Quand on détecte une tumeur, on ne la détecte cliniquement qu'à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment où il y a une longue interaction entre le système immunitaire et les cellules cancéreuses et qu'on a éliminé en gros les cellules cancéreuses qui étaient faciles à tuer par le système immunitaire. Donc, on part avec un gros désavantage. Alors, en fait, ça a été montré d'une manière très simple et maintenant on le voit clairement chez les malades qui ont des greffes ou qui ont des immunosuppresseurs pour d'autres raisons. C'est qu'en fait, quand vous injectez un carcinogène à un animal et que vous comparez le développement de cancer entre un animal qui a un système immunitaire et un animal qui n'a pas de système immunitaire, l'animal qui n'a pas de système immunitaire fait beaucoup plus de cancer qu'un animal qui a un système immunitaire. Vous reprenez les mêmes études sur des corps de malades greffés rénaux ou sur des malades qui ont des immunosuppresseurs pour une maladie auto-immune, vous avez exactement les mêmes résultats. Alors, quid du rôle pronostic de ces lymphocytes? Donc, la première démonstration chez l'homme, c'est assez vieux, hein, vous voyez, la vraie démonstration, c'est 2003, hein, Georges Koukos, dans le cancer de l'ovaire, qui a montré qu'il y avait beaucoup de lymphocytes. Vous voyez, c'est les petits trucs rouges ici. Les trucs verts, c'est les cellules cancéreuses. Dans les cancers de l'ovaire, donc vous voyez qu'il y en a autour et au contact des cellules cancéreuses dans le cancer de l'ovaire. Et ce qu'il voyait, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de lymphocytes, les malades ont un bien meilleur pronostic et il avait séparé à l'époque en 2 groupes qui étaient le critère pronostic majeur, qui était le fait que les malades aient eu une chirurgie complète de la carcinose péritonéale de leur ovaire. Donc en gros, qu'il y avait eu un debulking complet. Et donc en fait, qu'il reste de la tumeur ou que tout soit enlevé, les lymphocytes sont vraiment un facteur pronostic majeur. Et ce qu'il montrait ici, vous voyez, c'est que là, les tout mauvais, c'est mauvais debulking, pas de lymphocytes. Ici, vous aviez l'un ou l'autre, et là, quand il y a les deux. Et donc, en fait, c'est vraiment, indépendamment des variables cliniques, un facteur majeur. Alors, c'est parti un petit peu en désuétude dans le cancer de l'ovaire, ça n'a pas été poussé plus loin. Et où ça a un peu explosé, c'est dans le cancer du côlon. Donc vous connaissez tous l'histoire de l'immunoscore, hein. Maintenant c'est vendu, hein, on peut le prescrire, qui
mesure dans le cancer du côlon au stade localisé l'infiltration en cellules, CD3 et CD8, dans 2 parties de la tumeur, à l'intérieur de la tumeur, ici, ce qui est rouge, et sur ce qu'on appelle le front d'invasion, ici. Et après, on quantifie dans les 2 zones s'il y a beaucoup de CD3 et de CD8, ce qui fait 4 modalités. Alors en fait, comment ça fonctionne ces logiciels? Donc c'est assez sympa. Vous avez donc votre image qui est ici, et vous avez un logiciel d'intelligence artificielle qui automatiquement détecte la tumeur, fait une petite marge autour de la tumeur qui est appelée le front d'invasion, et on compte bêtement les cellules automatiquement dans ces zones. Et donc en fait, ceci, dans des larges cohortes prospectives, est un facteur indépendant associé au pronostic. Et donc, quand vous avez beaucoup de cellules immunitaires dans votre tumeur, vous avez de bien meilleures chances de survie que quand vous avez un mauvais infiltré immunitaire. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, à 5 ans, en gros, quand vous êtes mauvais, vous êtes à 60% de survie sans rechute, et à 80% quand on est avec un infiltrat élevé. Ce qu'il faut savoir en gros, c'est qu'un stade 3, ceux où on fait du FOLFOX adjuvant, on est à 60% en général, quand on prend tout le monde. Et quand on prend les stades 2, où d'habitude on n'a pas trop envie de faire de chimio, on est à 80% de survie sans rechute. Donc, vous voyez, de là à faire le pas, à dire que finalement, au lieu de faire stade 2, stade 3, on va faire immunoscore haut et bas, il y a des gens qui essayent de vendre ce concept. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est une généralité, c'est pas que le cancer de l'ovaire, c'est pas que le cancer du côlon, et que quand on prend et que l'on somme tous les articles qui ont été faits dans toutes les pathologies, hormis le vilain petit canard des tumeurs cérébrales et des cancers du rein, où on ne comprend pas bien ce qui se passe, dans tous les autres cancers, plus il y a de lymphocytes dans la tumeur, plus c'est associé à un bon pronostic. Donc c'est un facteur pronostic indépendant, pan-cancer. Après, juste pour aller un tout petit peu plus loin, c'est que je vous ai fait en introduction une jolie diapo, je vous ai dit le système immunitaire c'est complexe, et puis après je vous montre une cellule. Donc globalement, ça ne va pas ce que je vous dis. Et en fait, là, je vous montre une photo d'une tumeur où vous voyez les lymphocytes, ils se mettent en petites boules, comme ça. Ils se collent les uns contre les autres. Et quand on regarde ces structures, on voit que c'est des lymphocytes T, des lymphocytes B, qui sont regroupés les uns contre les autres et qui se parlent, comme dans un organe lymphoïde secondaire, donc un ganglion. Et donc ça s'appelle des structures lymphoïdes tertiaires. En fait, c'est des structures pseudo-ganglionnaires qui sont présentes dans les tumeurs. C'est des trucs aussi qu'on voit dans les maladies inflammatoires, comme la tuberculose, et qui montrent qu'il y a une réponse immunitaire coordonnée. Et en fait, ces trucs-là, c'est intéressant. Ça a été montré dans le cancer du poumon. Et en fait, quand vous avez beaucoup de ces structures, c'est associé à un bon pronostic. Ça a été confirmé dans des études plus larges, ici presque 400 malades, et de manière indépendante du stade ou du type de traitement. Là encore, le fait qu'il y ait une réponse immunitaire coordonnée est un facteur de bon pronostic pour nos malades. Donc, on arrive à un concept que, d'un côté, il faut beaucoup de lymphocytes dans votre tumeur, c'est ce qu'on a là, les CD8, mais que ça ne suffit pas et qu'il faut en plus une réponse immunitaire coordonnée avec ces structures lymphoïdes tertiaires. Et en fait, c'est assez logique parce qu'en fait, un lymphocyte CD8, ça n'arrive pas à bien travailler tout seul. Il a besoin de revoir l'antigène dans de bonnes conditions, d'être stimulé
est régulé par d'autres cellules immunitaires, donc il a besoin de revenir fréquemment dans un endroit et un environnement qui ressemble à une structure ganglionnaire. Et donc, en fait, c'est ça qui affine la réponse immunitaire. Et donc, en fait, vous avez besoin de la présence de ces deux structures pour prédire le pronostic. Et donc, ce qu'on voit très bien, c'est que quand il y a beaucoup de lymphocytes, c'est bien, mais quand il y a beaucoup de lymphocytes et des structures lymphoïdes tertiaires, c'est encore mieux. Et donc, c'est quelque chose qui est là aussi très vrai dans tous les cancers, hormis là aussi un petit méchant canard, là, les hépatocarcinomes. Là aussi, on ne sait pas très bien pourquoi. Et donc, en fait, cette éducation, elle va permettre aux lymphocytes CD8 de mieux fonctionner, mais elle va aussi permettre d'éduquer les lymphocytes B à faire des anticorps qui vont, là aussi, contribuer à éradiquer les cellules cancéreuses, parce qu'il existe aussi des anticorps qui reconnaissent les cellules cancéreuses et qui aident à les éliminer. Et enfin, dernier point, il ne faut pas oublier qu'on travaille sur des malades métastatiques et que la plupart du temps, ces malades, avant, ils ont été opérés, et quand on opère les malades, on enlève les ganglions. On fait souvent, un curage en plus d'enlever la tumeur. Et ça, d'un point de vue immunitaire, il n'y a rien de plus mauvais. Et en fait, puisqu'en fait, les lymphocytes ne peuvent pas faire leur réponse primaire s'il n'y a pas de ganglions à côté de la tumeur. Et donc, ces structures lymphoïdes tertiaires, elles permettent de prendre le relais, et donc ça permet quand même un petit peu d'aider à faire cette réponse immunitaire primaire et la réactivation des lymphocytes. Donc en fait, si on prend juste un petit résumé ici qui est assez simple, hein, les boules vertes c'est quand c'est bon, les boules rouges c'est quand c'est mauvais. Et donc, en fait, on peut classer les cellules immunitaires et les structures immunitaires en bonnes et mauvaises structures, et ça, en fonction du type de cancer. Donc, globalement, le message, il est que quand il y a beaucoup de lymphocytes et quand il y a beaucoup de structures lymphoïdes tertiaires, c'est bon quasiment tout le temps. Qu'il y a une cellule qui est toujours mauvaise, c'est les macrophages, qui sont ici. Et beaucoup de macrophages, c'est vraiment pas bien. Et puis il y a d'autres cellules, c'est un petit peu plus compliqué. On ne sait pas encore bien comment ça fonctionne. Et il y a d'autres cellules qui ont l'air un petit peu différentes suivant le type de cancer. Donc c'est probablement des choses qu'on n'arrivera pas à utiliser avant longtemps. Alors, au-delà du rôle pronostic, est-ce que l'infiltrat immunitaire, ça a un rôle dans la réponse à la chimiothérapie? Alors, juste un concept, c'est quelque chose qu'on a développé avec l'équipe où je travaillais donc au début des années 2000, qui est le concept de mort immunogène. En fait, certaines drogues de chimiothérapie, les anthracyclines, l'oxaliplatine notamment, et la radiothérapie, sont des modalités de chimiothérapie et d'agents cytotoxiques qui entraînent une mort particulière des cellules cancéreuses, ce qui fait que ces cellules cancéreuses vont relarguer certains signaux inflammatoires qui vont induire une bonne réponse immunitaire. Et donc, en fait, ça agit, entre guillemets, comme une sorte de vaccin, et ça réactive la réponse immunitaire CD8 dépendante. Donc, ça a été poursuivi par beaucoup de personnes et ça a été exploré essentiellement dans le cadre du cancer du sein. Donc, en fait, ici, je vous remontre des photos de cancer du sein parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que notre pathologiste il nous rend en routine et qu'on utilise pour choisir nos traitements. En fait, là, vous avez une tumeur où il y a très peu de lymphocytes. Là, vous voyez, vous avez les structures tumorales et ici des lymphocytes autour. Et puis là, vous voyez, il y a quasiment autant de lymphocytes que de cellules cancéreuses. C'est ce qu'on résume ici. Et donc, en fait, on catégorise les cancers du sein en fonction de cet infiltrat immunitaire que l'on voit dans la tumeur. Et en fait, ce qu'on sait,
c'est que plus il y a de lymphocytes dans la tumeur, plus on a une forte incidence de réponse histologique complète, qui est en fait le meilleur marqueur d'efficacité de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire que vous faites la chimio et l'intégralité de la tumeur a été détruite par la chimiothérapie. Donc en fait, quand vous avez beaucoup de lymphocytes dans la tumeur, c'est un bon moyen de prédire cet infiltrat, cette réponse immunitaire. Et en fait, on voit que cet infiltrat immunitaire, il augmente au cours du traitement et que quand on évalue le pronostic des malades, quand on prend tous les malades avant traitement, eh ben, le fait qu'il y ait beaucoup de lymphocytes, c'est bien. Et si on prend même les mauvais malades, c'est-à-dire les malades où on a fait la chimio et après la chimio, on a opéré et il restait du cancer. Et même chez ces malades, quand on regarde les lymphocytes, que ça soit avant ou après le traitement, le fait qu'il y ait beaucoup de lymphocytes, ça reste un facteur de bon pronostic. Ce qui veut donc dire que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment utile pour stratifier les traitements. Et quand vous avez vraiment beaucoup de lymphocytes dans un cancer du sein triple négatif, une chimiothérapie néoadjuvante, c'est un bon truc parce qu'une chimiothérapie néoadjuvante classique, ça va être efficace, on va pouvoir avoir un downstaging et on va pouvoir préserver le sein, tandis que quand il n'y a pas beaucoup de lymphocytes, c'est mal engagé. Il faut peut-être inclure le patient dans un essai thérapeutique. Et ça, c'est vrai pas simplement dans cette étude, mais ça a été généralisé dans des méta-analyses où on a repris toutes les études de chimiothérapie néoadjuvante où on faisait de l'étude de l'infiltrat immunitaire. Et quel que soit le type histologique, c'est un récepteur hormonopositif, HER2, triple négatif, à chaque fois, beaucoup de lymphocytes, c'est quasiment le meilleur facteur pronostic chez nos malades. Après, quand on regarde sur la PCR, donc la réponse histologique, c'est très bien. Quand on regarde sur la survie, vous voyez les courbes, c'est moins convaincant, les courbes se croisent. C'est vraiment vrai et très très vrai pour les triples négatifs, où statistiquement c'est significatif, mais là c'est des études où il n'y a pas assez de malades. Mais ça sort significativement. Pour les tumeurs HER2 et RH+, c'est un bon moyen d'évaluer la PCR, mais pour le pronostic, c'est encore pas parfait. Deuxième maladie où c'est important, c'est le cancer du côlon. Donc, je vous ai parlé déjà de l'immunoscore, en vous disant, l'immunoscore, c'est bien, ça permet de prédire le pronostic des malades. Mais après, le pronostic des malades, on s'en fout un peu, parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il faut qu'on lui fasse une chimiothérapie adjuvante ou pas. Pour vous donner un ordre d'idée, donc quand on est sur un stade 3, en moyenne, 60% de survie sans rechute à 5 ans, vous faites 12 mois, vous faites vos 12 cures de Folfox, vous passez à 75%, donc vous gagnez 15%. Sur un stade 2, vous êtes en gros à 80% de survie à 5 ans. Si vous prenez des études où il y a eu de la chimiothérapie faite, vous passez de 80 à 84%. Bon, après, est-ce qu'il faut faire de la chimiothérapie pour 4% de bénéfices? Ça reste discutable. Donc, dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris la grande série IDEA France, où on comparait 3 mois versus 6 mois. Vous savez qu'à l'heure actuelle, suite à cette étude, on a modifié nos pratiques et qu'on ne fait plus que 12 cures de chimio pour les patients qui ont un stade 3 de haut risque et qu'on fait 6 cures au lieu de 12 pour ceux qui ont un stade 3 de bas risque. Et en fait, quand on regarde l'immunoscore chez ces malades, ce qui est intéressant, c'est ici. En fait, ils ont séparé les malades
entre le bleu et le violet, 3 mois et 6 mois, c'était la randomisation de l'étude, et on vous présente les résultats chez les gens qui ont un immunoscore élevé et les gens qui ont un immunoscore faible. Et donc vous voyez, 6 mois, c'est bien mieux quand vous avez un immunoscore élevé. Et ça, quel que soit le type de risque du stade 3. Tandis que quand vous êtes sur un immunoscore faible, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire 6 cures de plus de chimiothérapie. Alors, c'est un peu surprenant comme ça, parce que vous dites, c'est bizarre, la chimiothérapie, ça marche chez les bons clients et ça ne marche pas chez les mauvais clients. Et en fait, ce n'est pas si bizarre que ça, c'est assez logique. Je vous ai dit, l'oxaliplatine, c'est une drogue qui est immunogène, ça agit notamment via le système immunitaire. Si cette hypothèse est vraie, c'est assez logique que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des lymphocytes, et donc ça va marcher chez les malades qui ont un immunoscore élevé. C'est ce qui est montré dans cette étude et c'est la conclusion de leur présentation. Donc en fait, ce qui était conclu avec cette étude, c'est qu'il y a un effet bénéfique de 6 mois de Folfox chez les patients qui ont un immunoscore élevé. Par contre, 6 mois, ça semble pas bien, pas utile chez les gens qui ont un immunoscore faible. Donc là où il faut pondérer ces résultats, parce qu'ils sont présentés, ils sont discutés, et il y a de manière proactive une envie de pousser les médecins à faire ça, c'est encore trop tôt, ce n'est pas une étude randomisée, c'est une analyse a posteriori qui n'était pas prévue dans une étude de phase 3, donc c'est générateur d'hypothèses, mais en aucun cas, c'est assez d'arguments pour justifier de changer des pratiques. Rôle prédictif vis-à-vis de l'immunothérapie. En fait, comme vous le savez, il existe une régulation clé au niveau du système immunitaire qui est l'interaction PD1-PDL1 où en fait vos lymphocytes vont produire de l'interféron gamma, ça va induire l'expression de PDL1 sur les cellules cancéreuses. Comme vous le savez, PDL1, c'est un biomarqueur qui permet de prédire l'efficacité des anticorps anti-PD1 ou PDL1. Là, vous avez un exemple de marquage avec une tumeur où il n'y en a pas, où il y en a un peu, où toutes les cellules sont positives. Et en fait, ce qu'on sait à l'heure actuelle, notamment dans le cancer du poumon, où vous avez une AMM qui est liée à ce testing, c'est que quand vous avez un PDL1 supérieur à 50%, vous avez le droit de prescrire en première ligne de traitement du pembrolizumab monothérapie et vous avez le droit de ne pas faire de chimiothérapie à ces malades, ce qui est quand même vraiment bien pour leur confort de vie. Et quand vous le voyez, sur cette diapo, c'est clairement évident. Quand vous voyez le pronostic du pembrolizumab monothérapie chez les malades qui ont moins de 50% et plus de 50% de PDL1, vous avez un truc qui est blanc-noir, donc c'est très joli. Je vous mets un petit bémol de l'autre côté parce que l'AMM de 2020 en première ligne, c'est plus ça. Ça va être, on fait à tout le monde chimiothérapie plus Pembro ou chimiothérapie plus Atezo. Les deux phases 3 sont positives et normalement, dès qu'on a le remboursement, c'est ce qui va être la première ligne du cancer bronchique. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est oui, notamment sur l'étude pembrolizumab, qui est vraiment l'étude la mieux faite des deux, regardez, ça marche chez tout le monde. Et en fait, quand on poule tous les malades, effectivement, ça marche. La chimio plus l'immuno, ça fait mieux que la chimio tout seul. Par contre, quand vous prenez le sous-groupe de ceux qui n'ont pas de PDL1, bon, ça marche un peu mieux, mais vous voyez, les courbes, c'est pas franchement significatif. Pour les entre 1 et 50%, c'est bien. Et quand il y a plus de 50%, c'est bien. Moi, ma conclusion, qui est un peu différente de ce qu'on essaye de nous vendre, c'est que probablement pour ceux-là, je ne suis pas sûr que l'immuno, ça sert à quelque chose. Et vu le prix, je ne suis pas sûr que j'en prescrirai à mes malades. Ceux-là, je pense que c'est très bien de leur faire chimio plus immuno.
Et ceux-là, je pense qu'il ne faut pas leur faire de chimio, parce que vous avez à peu près les mêmes résultats qu'avec le Pimbro tout seul, et que, vu la toxicité de la chimiothérapie, et vu le peu de différence entre Pimbro monothérapie et chimio plus Pimbro, je ne suis pas convaincu que, hormis cas particuliers de malades très graves où vous ne voulez pas prendre de risques, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de leur faire de la chimio plus immuno à tout le monde. Deuxième point sur PDL1, c'est qu'en fait PDL1, ce qui est compliqué, c'est que vous en avez sur les cellules cancéreuses, mais il y en a aussi sur les cellules immunitaires. Et puis là, je vais passer très simplement, mais c'est juste pour dire que suivant le testing, on regarde sur les cellules immunitaires ou sur les cellules tumorales, mais qu'en fait, le message, c'est qu'il faut regarder sur les deux, puisqu'en fait, quand on fait des modèles chez la souris, on voit très bien que le PDL1 des cellules immunitaires et les PDL1 de la tumeur sont importants. Donc le testing des deux est important. Pour l'instant, le problème, c'est que technologiquement et pour la NAPAT, c'est trop compliqué, donc on ne peut pas le faire à l'heure actuelle. Deuxième point, c'est que vos cliniciens, ils vous disent tous que PDL1, ouais, ça ne marche pas. J'ai des malades qui sont PDL1 négatifs, ils répondent. J'ai des malades qui sont PDL1 pleins et puis ils ne répondent pas, je ne comprends pas. Ben, en fait, c'est très simple parce qu'en fait, vous avez deux raisons qu'une tumeur exprime PDL1. La première, c'est un moyen de voir qu'il y a eu une réponse immunitaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des lymphocytes et de l'interféron gamma, et donc vous avez une bonne réponse immunitaire. C'est juste, ça vous permet juste de dire, c'est des tumeurs où il se passe quelque chose d'un point de vue immunitaire. Donc dans ce cas-là, donner de l'immunothérapie, c'est bien. Puis après, vous avez d'autres tumeurs, comme par exemple les tumeurs EGFR, ALK, où vous avez une expression de PDL1 qui est liée simplement au fait que la voie oncogénique induit PDL1. Donc, vous pouvez avoir plein de PDL1 et pas du tout de lymphocytes dans la tumeur. Et donc, ça ne sert à rien de regarder le PDL1 dans ce cas-là. Et donc, à l'heure actuelle, ça, on ne sait pas bien le voir. Et après, ce qui va révolutionner les choses, ça va être simplement d'associer à PDL1 la réponse immunitaire et de regarder l'infiltrat immunitaire. Une des premières révolutions, c'était grâce à ça la découverte du rôle des anti-PD1 dans les tumeurs MSI, puisque si vous prenez un cancer du côlon MSS et MSI, vous voyez un MSS, ici dans la tumeur il n'y a pas de lymphocytes, dans un MSI, vous voyez il y a plein de lymphocytes dans la tumeur. Et donc en fait, quand on regarde les tumeurs du côlon, plus vous avez de lymphocytes, mieux c'est d'un point de vue de réponse immunitaire. C'est exactement pareil ici dans le mélanome. Donc en fait, ça va être vraiment le biomarqueur qui va sortir après le TMB et après PDL1. Et en fait, ça c'était quelque chose qu'on a publié récemment, qui est que tout simplement dans le cancer bronchique traité par nivolumab monothérapie, quand on additionne PDL1 et CD8, on arrive à trouver les bons clients qui répondent très bien à l'immunothérapie. Juste pour aller un tout petit peu plus loin en 2 diapos, c'est que tout ça c'est bien joli, mais en fait à la fin c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en fait on vous parle de lymphocytes épuisés qu'on réveille avec les anti-PD1, mais en fait c'est bien joli, mais tout ça c'est faux. Parce qu'en fait vous avez des lymphocytes épuisés de telle sous-population, de telle sous-population, etc. Et qu'en fait, vous avez 2 types de lymphocytes épuisés pour être très schématique. Vous avez les bons lymphocytes qui sont qu'un peu endormis, qu'on arrive à réveiller, et puis ceux qui sont complètement endormis, que de toute façon, vous pouvez faire quoi que ce soit, ils ne servent plus à rien, ils dorment, ils sont dans le coma, ils ne se réveilleront pas. Et en fait, maintenant, il y a, par des moyens technologiques de double marquage en immunohistologie, on arrive à séparer et à faire la part des choses entre ces 2 types de lymphocytes. Et donc, une fois qu'on aura implémenté les lymphocytes dans nos algorithmes, beaucoup de lymphocytes, c'est bien pour les checkpoints, on ira à dire, ouais, mais on va regarder le type de lymphocyte qu'il y a dedans. Et après, ce qu'on va faire, c'est de regarder en plus, pas simplement la quantité et la qualité, mais la localisation de ces lymphocytes. Puisque les lymphocytes, ils peuvent être absents autour de la tumeur ou dans la tumeur. Ce qui fait que vous pouvez avoir en gros 4 types de tumeurs.
des tumeurs où vous avez des lymphocytes dans la tumeur qui touchent les cellules cancéreuses. Dans ce cas-là, les anti-PD1, ça marche. Vous avez des tumeurs où il n'y a pas de lymphocytes, les anti-PD1, ça ne marche pas. Il faudra faire venir les lymphocytes par des vaccins, par des virus oncolytiques, par de la radiothérapie, etc. Vous avez des tumeurs où les lymphocytes restent autour et qu'il faut trouver des médicaments qui permettent de faire rentrer les lymphocytes dans la tumeur. Et enfin, vous avez des tumeurs où il y a des lymphocytes, mais ce n'est pas les bons lymphocytes, c'est les mauvais lymphocytes immunosuppresseurs. Il faut utiliser des médicaments pour les tuer, et là c'est bien, parce que nos chimiothérapies, elles font ça pas mal. Et donc juste un exemple de ça, c'est que si on prend ces tumeurs-là, parce que ça c'est bien, parce que là on a des études en cours, là nous dans l'unité de phase 1, on a des médicaments pour cette hypothèse-là, où en fait on peut utiliser des inhibiteurs de TGF-bêta, parce qu'en fait ces tumeurs où il y a les lymphocytes autour, c'est en fait que vous avez une barrière physique de fibroblastes qui empêche les lymphocytes de rentrer. Et en fait, en mettant des anticorps anti-TGF-bêta, vous rompez cette barrière et vous permettez aux lymphocytes de rentrer dans les tumeurs. Et donc, à l'heure actuelle, par exemple, là, on a une étude de phase 1, chez nous, où on a des malades qui sont résistants à l'immunothérapie, qu'on peut mettre dans ces études, où on continue un anti-PD1 plus un anti-TGF-bêta dans le but de faire rentrer les cellules dans la tumeur et de réinduire l'efficacité des anti-PD1. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir exposé un sujet très complexe de manière très, très claire. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, là-haut. Bonjour, j'ai une question pour, dans les cancers du côlon, quelle est la proportion de patients qui ont des T8 high qui ont un infiltrat de lymphocytes important? Ah, d'accord, oui. Alors, si on prend un stade localisé, donc stade 2, stade 3, les immunoscores high, c'est environ 20%, 25% des malades. Par contre, si vous êtes sur les tumeurs métastatiques, vous êtes plutôt à 10%. C'est bien normal, puisque si l'hypothèse est vraie, plus il y a de lymphocytes, moins il y a de chances de faire des métastases. Donc quand on est au moment de la maladie métastatique, il y a moins de lymphocytes. À l'heure actuelle, il y a un essai qui est piloté par la FFCD, la Fédération francophone de cancérologie digestive, qui teste l'intérêt de l'immunoscore chez les malades métastatiques. On fait l'immunoscore. S'ils ont un immunoscore high, ils ont un traitement, ils sont randomisés entre chimio versus chimio plus anti-PD1. D'accord, comment vous expliquez qu'il n'y a que 20% des patients finalement qui ont cet infiltrat, et est-ce qu'il y a moyen d'induire l'infiltrat par des méthodes chez les autres patients? Oui, alors, comme je vous ai dit, le cancer du côlon, c'est un très très mauvais cancer pour la réponse immunitaire. Vous avez une tumeur où il y a très peu de mutations. C'est très très monomorphe, c'est pas intéressant d'un point de vue génétique. Et après, tous les malades ont une anomalie de la voie APC, qui est le facteur oncogénique chez les malades MSS. Et en fait, APC, il fait produire des cytokines qui fait que les lymphocytes restent autour de la tumeur et ne peuvent pas rentrer. Donc, c'est une des explications pourquoi il n'y a pas beaucoup de lymphocytes dans la tumeur et que c'est un très mauvais client à l'immunothérapie. Et vous voyez, c'est vraiment le meilleur modèle pour s'intéresser à la résistance à l'immunothérapie, puisque un côlon MSS, immunothérapie en monothérapie, 0% de réponse. Donc c'est vraiment
ceux qui sont intéressants à regarder et à démembrer. Merci. D'autres questions? Alors moi j'en ai une parce que, donc, au tenté, on va essayer de chercher quels sont les biomarqueurs qui seraient prédictifs d'une thérapie plutôt qu'une autre. Mais la tumeur, dans le temps, elle évolue aussi sous l'influence de traitements, chimio ou autres. Donc quel est un peu votre point de vue dans ce domaine? Alors, mon point de vue et le point de vue de quelqu'un qui est responsable des phases 1 dans mon unité, c'est qu'il faut biopsier tous les malades tout le temps. Ne serait-ce que tout simplement maintenant, à l'heure actuelle, même sur un poumon, où le poumon, vous voyez, c'est quand même pas simple à biopsier, c'est quand même dangereux. Et ben, vous voulez inclure un malade même en 3e ligne dans un essai de phase 1, il faut lui refaire une biopsie à baseline et souvent après 2 mois de traitement. Et franchement, il va falloir qu'on y vienne. Il va falloir qu'on parle à nos radiologues et qu'on travaille là-dessus parce que même au-delà de l'immunothérapie, même quand vous faites de la biologie moléculaire, elle évolue. On le voit bien avec la T790M et l'osimertinib. Il faut rebiopsier nos malades. Et c'est vrai que c'est dynamique. Et que si vous avez un prélèvement d'archives d'il y a 10 ans sur la pneumonectomie, ben ça ne sert à rien. Merci. D'autres questions? Oui, Frédéric. Merci beaucoup François pour ton excellente présentation. Donc moi ma question c'est, tu nous as parlé du rôle des lymphocytes au cœur des tumeurs. Est-ce que tu penses que le fait de les réaliser de façon tout à fait en routine, eh bien, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? Et puis surtout, est-ce qu'il y aurait des conséquences cliniques avec le choix des thérapeutiques différentes en fonction des résultats? Ouais. Alors, clairement, on a la chance que il y a 2 facteurs qui se rencontrent. Le fait que l'évaluation des TILS, donc de la quantité de lymphocytes sur la lame HES dans le cancer du sein, c'est un test de routine chez les malades qui ont un traitement néoadjuvant et que ça fait partie de l'algorithme pour la réflexion et la prescription de la chimiothérapie. Et le fait qu'à l'ESMO vient d'être présentée une étude où chimio plus immunothérapie, dans les triples négatifs, ça fait mieux que la chimio tout seul. Et donc, là, clairement, très rapidement, les TILS vont rentrer, donc les lymphocytes, l'évaluation des lymphocytes va rentrer dans l'algorithme pour donner de l'immunothérapie et surtout pour peut-être pas en donner à ceux chez qui ça ne va pas marcher, ce qui va nous faire gagner de l'argent. Et après, ça va se développer dans les autres maladies, notamment grâce à l'immunoscore ou à d'autres trucs, parce qu'en fait, vous avez un problème quand vous comptez les lymphocytes, c'est que vous ne pouvez pas faire confiance à votre anapathe. Parce qu'en fait, c'est impossible pour un être humain de compter de manière reproductible des cellules dans une grande surface sur une lame. C'est impossible. Il faut un ordinateur et il faut une règle. Et donc, l'immunoscore, au moins l'intérêt, c'est que ça va donner cette automatisation et que ça va venir. Et après, vous avez le deuxième problème, c'est que les oncologues, c'est pas très malin et que de comprendre qu'une variable continue, linéaire, ça ne s'exploite pas forcément avec un cut-off. Au-dessus de 10, c'est bien, en dessous de 10, c'est mal, mais qu'il faut interpréter la variable dans sa continuité. Il y a du travail pour expliquer ça aux gens et à l'intégrer dans les algorithmes de décision, mais ça va venir très rapidement. Merci. Encore une question? Non, je ne crois pas. Il me reste vraiment à vous remercier pour ce très bel exposé.